RTL Soir 18h17, son livre Jacobin sortira après-demain aux éditions Perrin. Le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Alexis Corbière est votre invité, Thomas. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir Thomas. Bienvenue dans RTL Merci. Soir. Dans ce livre, vous dressez les portraits de 9 figures jacobines: Danton, le chef de guerre, Saint-Just, Robespierre, l'inventeur de la République sociale, Jean-Baptiste Bellay qui fut le premier député noir, ou encore Couthon, l'ombre de la Grande Terreur. D'où vous est venu ce besoin d'écrire sur les Jacobins ? Bon, mon métier quand je suis pas député, c'est professeur d'histoire. Donc j'ai un goût d'histoire, mais comme beaucoup de Français, on est dans un pays où on adore ça. Non, ça m'est venu d'une idée, sans doute, plusieurs idées, mais on parle beaucoup de République, mais je pense qu'il y a une manière, une représentation, souvent dans certains médias, souvent dans des grandes émissions sur France Télévisions, qui vise un peu à caricaturer aujourd'hui ce qu'était la Révolution, qui est le moment fondateur de cette République. On a l'impression que finalement, tout ça n'était qu'un moment de brutalité. On a oublié les noms de ceux qui en étaient finalement les principales figures, venaient d'en citer. Et je pense que pour se projeter vers le futur, faut avoir une compréhension du passé. Et à travers ce travail, chacun jugera, je veux aussi enlever le masque caricatural qui est parfois posé sur ces personnages, qui n'étaient pas parfaits. Il y a un petit travail de réhabilitation quand même, pour certains d'entre eux. Réhabilitation, du moins de revenir. Vous savez, il y a beaucoup d'ouvrages, moi c'est un ouvrage modeste, mais de vrais historiens aujourd'hui qui présentent différemment certains personnages, notamment celui de Robespierre, après un peu la légende noire que l'on en a fait. Il ne s'agit pas de dresser des statues à la gloire de Robespierre, c'était un personnage plein de contradictions, mais qui était un des plus avancés pour faire de la déclaration des droits de l'homme un programme politique, parce que c'est ça qui est important. La Révolution nous dit qu'il y a des choses universelles, encore brûlantes d'actualité qui sont proclamées, il y a des promesses qui sont faites, celles de liberté, d'égalité, de fraternité, de justice entre les hommes, des volontés de lutter contre la pauvreté, d'assurer la souveraineté du peuple. Tout ça, on voit bien que même dans l'actualité, même si évidemment la France de 2019 n'est pas celle de 1789. Mais vous faites un lien assez clair. Vous précisez d'ailleurs que cet ouvrage n'est pas celui d'un historien, mais bien d'un militant. C'est vous qui le dites. Merci de l'avoir lu, c'est gentil. Vous dénoncez les approximations, contre-vérités et abus de langage sur la terreur, la brutalité de Robespierre, sur la centralisation quasi dictatoriale. On a quand même un petit peu l'impression que quand vous pensez à Robespierre, vous voyez Jean-Luc Robespierre. Non, vous pensez un peu à Mélenchon. Alors non, bon, vous me taquinez. Non, c'est pas le cas, justement. Non, je vous taquine, mais c'est une vraie impression. On a l'impression que... Non, mais Robespierre, j'invite à le lire, il est un des penseurs de la République sociale, de ceux qui pensent qu'il suffit pas de proclamer ces droits dont je parlais tout à l'heure, de cette déclaration des droits de l'homme qui nous dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais Robespierre est de ceux, c'est pas le seul à dire oui, mais il faut un programme politique qui permet cela, et économique surtout. Si c'est uniquement après une économie libérale qui continue à faire que ce pays reste très pauvre, ça ne va pas aller. C'est pour ça que le personnage m'intéresse, le comité de salut public, parce que j'invite à chacun à comprendre que c'est aussi 9 personnages, on aurait pu en faire plus, pour montrer qu'il y avait plusieurs, il y avait des débats très importants. Vous dites que je défends aussi Danton, vous voyez, il y a une opposition entre les deux qui, selon moi, est artificielle. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'il faut redonner le goût de cette période pour se projeter vers l'avenir. Parce mais que vous si dites on aussi fait que les Jacobins sont souvent présentés comme sectaires, étroits d'esprit, fanatisés, antidémocratiques, autoritaires et brutaux. Il est aussi qualifié de populomane. Oui, tout ça, ce sont des reproches qui sont souvent faits à Jean-Luc Mélenchon aussi. Ah écoute, vous ferez la comparaison. Mais à l'inverse... Ne me dites pas que vous y avez pas pensé. Non, mais oui, mais attendez. Non, mais ce serait absurde de ma part de plaquer sur un personnage. Mais Jean-Luc, comme moi, pense que ce qu'il y a dans ces Jacobins, il y a une promesse qui est encore d'actualité. Et je veux dire aussi que le point de départ de mon livre, c'est quand Emmanuel Macron réunit les députés au congrès de Versailles, lui, il propose au pays un pacte girondin. Donc on a des mots issus de cette révolution, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, qui étaient les Girondins, qui étaient les Jacobins, etc. Et je pense que ça vaut le coup de remettre de la clarté là-dedans pour le présent. Alors effectivement, Jean-Luc Mélenchon comme moi, on est plutôt du côté de ceux qui voulaient des grands plans de lutte contre la pauvreté, qui voulaient assurer la souveraineté du peuple, qui étaient contre le suffrage censitaire, c'est-à-dire réservé uniquement à ceux qui avaient de l'argent, ceux qui ont aboli l'esclavage, etc., qui sont mes personnages. Effectivement, de ce point de vue-là, il y a peut-être une continuité. Vous entendez les critiques dont il est l'objet, Jean-Luc Mélenchon, y compris de la part d'une partie de ses troupes. Est-ce que l'intérêt général cher aux Jacobins ne commanderait pas qu'ils prennent du champ aujourd'hui, votre leader? À l'image de ces Jacobins, nous sommes un collectif, parce que contrairement à ce qui est dit, il n'y a pas de centralité unique sur un personnage. Jean-Luc Mélenchon est à sa place qui est la sienne, 2 fois candidat. Est-ce qu'il faudrait qu'il soit une 3e fois candidat selon vous? Ça, j'en sais rien, mais selon vous. Mais attendez, que les choses soient claires, parce que je vais vous répondre franchement. Moi, je crois qu'il est à ce stade, au moment où nous parlons, celui qui a le rayonnement le plus fort encore dans nos rangs, celui qui permettrait, et certains sondages le montrent, de faire encore un score très significatif. Donc à date, ce serait le plus légitime pour vous? Mais après, oui, vous dites à date d'aujourd'hui. Oui, voilà. Mais que les choses soient claires, en même temps de tout ça, qu'est-ce que les choses seront dans 2 ans? Jean-Luc, c'est le premier à dire que c'est un militant, c'est-à-dire qu'il est là pour être utile au mouvement. Si l'un d'entre nous était plus efficace, il s'effacerait, c'est pas le sujet. Mais à l'inverse, j'invite chacun à ceux qui prennent passion de dire il faut que Jean-Luc s'en aille. Souvent, pour derrière, la seule chose qu'ils veulent, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est que la France insoumise, nos idées s'en aillent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me méfie des François donneurs de Ruffin, conseils. Clémentine Autain, ils n'ont pas forcément envie. Mais ils ne sont pas candidats à l'élection présidentielle, à ma connaissance, pas plus que Jean-Luc Mélenchon. Donc vous voyez, certains fabriquent une rivalité
qui ne sert à rien, parce que François Ruffin n'est pas candidat à l'élection présidentielle, ni Clémentine, mais il y en a d'autres aussi parmi nous. On peut citer Adrien Quatennens, moi-même s'il le faut, on peut discuter de tout. Il n'y a pas personne qui, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie. Par contre, il y a un candidat. Vous n'êtes pas en train de nous annoncer votre candidature, là. Non, mais il y a un candidat. Non. Ce que je veux dire, c'est que je ne joue pas au jeu de mettre des rivalités entre nous. Il y a un candidat, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il a fait 11,5% des voix en 2012. Il a fait 19,5% des voix en 2017. C'est un homme apprécié par des millions de gens, qui a rassemblé 7 millions de voix. Et je demande à ce que, avant qu'on fasse un peu, aujourd'hui c'est la mode, il faut zapper, vous savez, tout est jetable, les Kleenex, la nourriture, et puis même les responsables politiques. Ben moi, je suis un peu à l'ancienne. Je pense que quand on a construit quelque chose, eh ben on change pas comme ça, à condition qu'on me démontre qu'il y a mieux ailleurs, c'est tout. On peut parler un peu du livre? Ah ben oui, mais on en parlait. Vous faites aussi un lien entre Gilets jaunes que vous décrivez comme directement inspiré par la Révolution. Je vous lis, suprême clin d'œil, le choix même d'un gilet pour s'autodésigner emprunte lui aussi au passé des révoltes populaires. La carmagnole, avant de devenir un chant révolutionnaire, est un vêtement, précisément un gilet, généralement rouge. Des jacobins le portaient sous la veste pour se distinguer. Une même histoire continue. Gilet rouge, gilet jaune, même combat. Je ferme les guillemets. Les Gilets jaunes, ils appellent à manifester samedi sur les Champs-Élysées pour fêter, entre guillemets, les 1 an du mouvement. Ouais. Est-ce que vous irez, tiens? Est-ce que vous irez défiler avec eux? Si je peux, j'irai. Intellectuellement, je suis prêt, je suis à leur côté. Voilà. Après, on a des agendas chargés. Tout ça pourquoi un an après? Alors, premièrement, déjà, je vous remercie d'avoir lu le livre, parce que depuis le début, vous citez, c'est bien, c'est agréable. Deuxièmement, oui, moi, ce que j'ai trouvé aussi, qui est un peu le point de départ de l'ouvrage, c'est de voir que dans ce mouvement des Gilets jaunes, il y a des références à cette révolution française. Des bonnets phrygiens, des drapeaux bleu, blanc, rouge, ils chantent la Marseillaise, ils écrivent sur des gilets des slogans qui sont issus de la révolution française. Bon, tout ça, c'est intéressant, ça montre que le passé nourrit le présent. Et de ce point de vue-là, cette promesse d'égalité de justice, celle d'il y a 200 ans, elle est encore dans le combat des Gilets jaunes. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas le détail aujourd'hui, parfois, de certaines manifestations qui peuvent être violente. C'est que ce que veut dire le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ce pays veut plus de justice, veut plus de souveraineté populaire, veut une république sociale. Et ça, je trouve ça formidable. Et c'est pourquoi j'en suis à la Gilet République jaune. Sociale de Robespierre. Oui. J'ai deux questions d'actualité pour finir. Vous étiez à la marche contre l'islamophobie organisée dimanche à Paris. Vous avez tweeté: la France pacifique, fraternelle et républicaine est dans la rue aujourd'hui pour dire stop à la haine contre les musulmans. Avec le recul, ces étoiles jaunes, les Allahu Akbar scandés par certains manifestants et les slogans du type si t'aimes pas Zineb El Razoui, tape dans tes mains. Avec ce recul, est-ce que vous regrettez d'y être allé? Absolument pas. Et je pense que vous, comme journaliste, vous devez dire la vérité, que c'était une manifestation fraternelle. Les gens qui se sont réunis... Mais vous assumez tout ce qui s'y est passé. Vous revendiquez tout. Ça ne veut rien dire. Si. J'assume. Non. Parce que justement, on ne le fait à aucune manifestation. Je suis contre l'antisémitisme. On peut être complètement d'accord, un peu d'accord, moyen d'accord. Thomas Soto, faut parler sérieusement. Alexis Corbière. Voilà. Non, mais écoutez-moi. Quand j'ai participé à une manifestation contre l'antisémitisme, des fascistes d'extrême droite, de la Ligue de défense juive, nous ont agressés. Pour autant, je ne regrettais pas d'être à la manifestation pour Mireille Knoll contre l'antisémitisme. La manifestation dont vous parlez dimanche, c'est ultra majoritairement bien passé. Les gens ont chanté la Marseillaise, on dit laïcité, on t'aime, protège-nous. Après qu'il y ait eu ici ou là telle ou telle chose discutable, ça ne modifie pas la grande nature de cette manifestation fraternelle et républicaine. Mais y compris l'étoile jaune, ça n'était pas un symbole antisémite. Donc la polémique qui s'ouvre, prenez-en garde. Vous allez rendre les gens fous. Si vous pensez que dans ce pays, chaque fois qu'il y a des gens, notamment majoritairement de confession musulmane, qui se rassemblent pour dire fraternité et paix, vous les caricaturez, vous participez, je dis vous, à tous ceux qui depuis hier font un climat absurde. Cette manifestation était une manifestation de paix, de fraternité. Et notre devoir à nous tous, quand on voit le climat anti-musulman de haine, où il se dit tout et n'importe quoi, et surtout d'attentats de Bayonne, c'est de dire, quel que soit après tel ou tel chef avec lequel on n'est pas d'accord, le mouvement, la direction que prend cette manifestation, elle est bonne, elle est positive. Et de ce point de vue-là, c'est un point d'appui pour faire d'autres initiatives, même si après, je suis un laïc, évidemment, convaincu, c'est pas le sujet. Dernière question vraiment rapidement, parce qu'on est au bout. L'ancien joueur du PSG, Vicage Dorasso, qui sera tête de liste dans le 18e arrondissement de Paris sous les couleurs Décidons Paris en binôme avec l'insoumise Daniel Simonet, a déploré qu'il n'y ait pas une seule tête de liste noire chez Anne Hidalgo. Est-ce que vous partagez son indignation? Mais il faut tout faire pour que la représentation politique soit à l'image de la France. C'est un peu la discussion tout à l'heure. Est-ce que vous partagez l'indignation de Vicage Dorasso? Je partage le constat que beaucoup de gens aujourd'hui parlent, mais il faut donner des places, la parole, que ce soit aux gens qui sont issus de l'immigration ou que ce soit aussi aux ouvriers, aux employés qui ne sont pas représentés. Mais est-ce qu'il ne faut pas parler quand on sait? Vous les connaissez, vous, les 20 têtes de liste d'Anne Hidalgo? Moi, j'ai pas suivi, mais manifestement, si Vicage le dit, c'est qu'il l'a regardé à deux pas. Pourquoi vous les connaissez, vous aussi? Parce qu'on n'en connaît que 13 pour l'instant, 13 sur 20. Et alors, sur ces 13, il y en a combien? Sur ces 13, il n'y a effectivement pas de... pourquoi vous voulez polémiquer? Avec quoi vous voulez polémiquer? Est-ce que Vicage Dorasso a le droit de dire... C'est pas moi qui polémique, là, c'est Vicage Dorasso qui dit qu'il n'y a pas de noir. En l'occurrence, on ne connaît pas toutes les têtes d'affiche. À ce stade, il a raison. À ce stade, il a raison. On est d'accord. Et on ne souffle pas sur les braises du communautarisme, là? Ah bon? Quel communautarisme? Je sais pas. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il n'y a pas un enjeu politique à ce que l'Assemblée nationale, le Conseil de Paris, les villes soient à l'image de la France? Voilà, c'est tout ce qu'il dit.
C'est tout ce qu'il dit. Moi, après, je suis d'accord avec vous qu'il ne s'agit pas parce qu'on est noir, arabe ou de je ne sais trop quelle religion qu'on doit avoir une place. Mais à l'inverse de dire, quand on peut, sur une élection, présenter plusieurs candidats, on doit veiller à ce que, je le répète, non seulement du point de vue de son origine, mais d'un point de vue sociologique. Je répète, il n'y a pas assez, toutes les couleurs de la France sont pas représentées, il n'y a pas assez de précaires, pas assez de chômeurs, pas assez d'ouvriers à l'Assemblée nationale, dans les conseils municipaux. Et c'est ce qu'a voulu dire Vikash, sans doute. Moi, j'ai pas suivi. Vous savez, je suis aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. C'est plutôt un message positif. Vous êtes d'accord? Vous, vos auditeurs aussi, vous les voulez à l'image de la France. C'est qu'avant de juger, il faut savoir, et on saura quand on connaîtra les 20 têtes de liste. S'il s'est trompé d'un certain point de vue, tant mieux. Tant mieux si effectivement les listes on citait Hidalgo, toutes les listes municipales sont à l'image de ce qu'est la réalité de la France. Et de ce point de vue-là, peut-être que ce qu'a fait Vikash est vertueux. Moi, honnêtement, je suis sincère, je ne connais pas le détail des candidats. Je pense que ce qu'il a dit, c'est qu'il avait eu une raison de le dire. Merci. Il a peut-être parlé un peu vite, c'est les débuts en politique. Alexis Corbière, Jacobin, les inventeurs de la République, publié après-demain chez Perrin. Merci beaucoup, Thomas Soto. Merci. RTL sort 18h28.